Eh ben, merci à vous tous d'être là. C'est un grand plaisir donc pour cette session Scrum. Alors je vous proposerai bien des stickers, donc ceux qui restent, il y en a là, il y en a sur la table derrière. Bravo pour ceux qui les ont déjà collés. C'est important de faire la publicité. Bref, on va faire le tour. Donc moi je suis avec Constantin et Andy, donc on organise le meet-up. Même si là du coup Constantin tient à être dans le public, il tient à poser des questions un peu dures sur Safe. Andy, il prendra le deuxième micro, il fera le tour. Donc, oui, on posera tous des questions. Parce que je rappelle le principe de la table ronde, hein, c'est effectivement que vous posiez des questions. Oui, du calme. Donc, voilà, donc ça sera important de parler dans le micro pour s'entendre, mais aussi pour la captation son. Voilà, on a réussi à se brancher sur le système. Donc avec un peu de chance, la vidéo qu'on mettra en ligne, le son sera un peu plus compréhensible. Voilà, qui est-ce qu'on a d'autre ? On a Vanessa, qui donc est l'hôte de ces lieux. Nous avons Jonathan, Guillaume et Samy qui sont donc les participants de la table ronde. Et donc je vais laisser la parole à Vanessa, puis après on démarrera. Je n'ai pas présenté. Et oui, et on a Marilyn dans le coin. Alors je ne la présente pas parce qu'elle ne veut pas être filmée, mais du coup je n'ai pas pensé à elle. Mais donc on peut l'applaudir et lui donner du courage. Voilà, donc elle va nous faire un peu, elle va dessiner. Moi je suis persuadé que ça va être génial, ça va être super sympa à voir à la fin. Et ça fera des beaux tweets. Pardon. Merci. Bonsoir et bienvenue à tous. Juste un petit sondage rapidement à main levée. Qui parmi vous connaissait déjà Back Market avant de venir ce soir ? Ok. Du coup, pas mal de gens qui découvrent aussi l'entreprise. Je vais vous expliquer très rapidement un petit peu ce qu'on fait. On aura l'occasion d'échanger après à la fin du meet-up. Vous avez dû voir qu'il y a un beau buffet derrière où on pourra du coup manger et échanger ensemble. Back Market, rapidement, c'est une entreprise qui a 5 ans, qui a été fondée fin 2014 par Thibaut, Quentin et Vianney. Et en fait, c'est une marketplace qui propose des produits reconditionnés. Et en fait, l'objectif de Back Market, c'est de montrer aux consommateurs qu'il y a d'autres manières de consommer. C'est d'arrêter tout ce qui est obsolescence programmée et de donner une seconde vie aux produits. Donc à la base, on était beaucoup sur les téléphones, mais on ouvre nos catalogues à plein d'autres produits. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des cafetières, des frigos, enfin plein de choses sur la marketplace et ça va continuer à se développer. Aujourd'hui, Back Market, on est en Europe et aux US, donc on est dans 6 pays au total. Donc en 5 ans, c'est déjà un très beau développement et on a un gros challenge pour l'année prochaine qui va être d'ouvrir une 20aine de pays en Europe de l'Est, tout en continuant à développer les sites qui existent déjà dans les 6 pays dans lesquels on est aujourd'hui. Donc ce développement assez conséquent, ça veut dire aussi beaucoup de recrutement. Donc on recherche plein de profils, des développeurs front, back, notre stack, on est en Vue.js et en Python sur la partie back. Donc on cherche aussi des product owners, des product managers. Enfin, on cherche vraiment à peu près de tout sur la partie tech. Donc en tout cas, on aura l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure. Voilà. Donc Back Market, c'est une très belle aventure qui a commencé il y a 5 ans. Il y a encore plein de choses à faire, mais on pourra encore une fois en reparler. Voilà, je passe la parole à... Je vous laisse prendre la table et puis je vais vous laisser vous présenter, je pense. Donc je rappelle donc, le format de la table ronde, hein, c'est pour que vous leur posiez des questions. Ce sont des experts sur Safe. En tout cas, ils ont réellement pratiqué Safe. Ils n'ont pas juste lu un papier dessus. Et donc voilà, et si vous êtes timide, je leur lancerai les premières questions. Je vous passe le micro. Bonjour, je suis Samy Adri, je suis coach agile chez Octo Technologies. J'appartiens à l'équipe Scale chez Octo qui s'occupe des transformations à l'échelle, qu'elles soient safe ou pas. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis coach agile de transformation, coach de transformation. Ouais, c'est difficile de trouver une transformation de coach en transformation. Et je travaille chez Aneo. Et j'ai été formé à Safe il y a pratiquement 1 an, pas jour pour jour, mais pas loin. Et nous étions dans la même session de formation. Merci. Bonjour, je m'appelle Jonathan Dupuis, je suis coach DevOps chez Wemanity et ça fait à peu près maintenant 4 ans que j'interviens exclusivement dans des environnements safe.
Et sur la partie DevOps notamment, il est question d'accompagner une équipe très particulière en Safe qui s'appelle la System Team. La fameuse System Team. Alors, est-ce que déjà, il y a déjà des gens dans l'audience qui ont des questions à poser? Ou est-ce qu'il faut que je pose la première question? Bon, on va commencer soft. Est-ce que vous pouvez expliquer Safe en quelques mots? Safe en quelques mots. C'est un ensemble de règles, de rôles qui permet à plusieurs équipes de travailler ensemble de manière synchronisée en faisant une large part à l'agilité. Et qui au fur et à mesure des années a voulu aussi faire le lien entre les décisions qui sont prises en haut de l'entreprise, les décisions stratégiques, et la façon dont ces décisions découlaient dans la fabrication opérationnelle des produits. Bon, là, ce serait la mienne. Qui veut? Je vais reprendre tes mots. Safe, c'est un framework d'agilité à l'échelle, dont l'objectif 1 est d'aligner les équipes sur un delivery commun. Donc faire du Safe, c'est des équipes qui travaillent sur une même solution, sur un même produit, où il y a des dépendances, il y a un alignement à faire. Donc si vos équipes sont indépendantes de base, ce n'est pas le lieu où faire du Safe. Et ça permet aussi d'aligner l'exécution au niveau des trains avec la vision de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, en mettant de la transparence à tous les niveaux. Bon, on va mettre l'ambiance tout de suite. Safe est un très bon produit. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est un très bon moyen de commencer à envisager l'agilité à l'échelle. C'est une bonne première étape. Vous auriez pu le dire. Bonsoir. Oui, ça marche. Bonsoir à tous, à toutes. Merci Scrum Life. Bon, ma question est bien précise. C'est quoi déjà l'agilité à l'échelle et pourquoi on a besoin de mettre en place cette agilité à l'échelle? Au-delà de parler de Safe, on parlera peut-être au début de c'est quoi cette Agile at Scale. Et voilà. Pour moi, l'agilité à l'échelle, c'est concrètement pour pouvoir attaquer du legacy et du monolithe dans l'entreprise. Le fait de le mettre à l'échelle permet d'aligner des équipes qui normalement déjà fonctionnent en agile, ce qui serait bien si c'était à chaque fois le cas, et qui du coup va permettre à plusieurs équipes de travailler sur des mêmes applications. Ça, c'est une première raison pour laquelle on a besoin de faire de l'agilité à l'échelle. Concrètement, on m'a toujours expliqué que Safe, si on n'en a pas besoin, surtout, il ne faut pas en mettre. Et que concrètement, si on n'avait pas besoin de travailler sur d'énormes applications, sur du très gros legacy, on n'aurait pas besoin d'adresser avec ce type de framework. L'agilité à l'échelle, c'est finalement comment... Alors, il y a plusieurs niveaux pour l'agilité à l'échelle. On va commencer par le noyau, qui est une équipe qui travaille en agile avec du Scrum. Scrum ou autre. Mais en tout cas, une équipe qui travaille en agile, qui travaille en mode itératif, incrémental, avec un product owner, etc. Quand on arrive au niveau des entreprises, il y a rarement une équipe qui travaille en toute autonomie, toute seule, dans une entreprise, pour délivrer des produits. Alors ça peut arriver dans certains contextes, et c'est tant mieux, mais dans la majorité des contextes, ce n'est pas le cas. Donc l'agilité à l'échelle, il y a le côté dont on parle beaucoup, c'est la synchronisation des équipes, finalement qui travaillent ou sur un même produit, ou sur des composants qui forment un produit, à synchroniser. Mais aujourd'hui, on commence de plus en plus à parler aussi de comment
le business profite de l'agilité opérationnelle des équipes. C'est-à-dire comment les métiers dans les entreprises, puisqu'on accompagne beaucoup des DSI, et donc du coup, comment les métiers peuvent profiter de cette agilité pour qu'eux aussi, ils se mettent dans une optique incrémentale, MVP, etc. Et donc ce qu'on appelle le business agility. Et aujourd'hui, l'agilité à l'échelle, elle a commencé par le delivery, c'est vraiment la partie basse du train, en gros, qui délivre des fonctionnalités, en allant de plus en plus vers les parties leadership, accompagnement RH, et puis tout ce qui est business agility. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ce parcours qui est quand même assez large? À mon avis, vous avez à peu près tout dit. Sinon ouais, il faut pas. Il y a un risque majeur dans la fabrication, dans la récupération d'un legacy ou dans la fabrication d'un logiciel from scratch, qui est de vouloir faire trop de choses en même temps, et qu'il faut établir un juste milieu, un juste curseur entre se donner les moyens, alors notamment avec Safe qui permet, ou avec de l'agilité à échelle qui permet de réunir beaucoup d'équipes ensemble, et se donner un juste milieu entre se donner les moyens et puis partir dans un rêve de folie des grandeurs. Et un des travers de l'agilité à l'échelle peut être de vouloir répliquer ce qui se fait déjà beaucoup dans le monde informatique, qui est de vouloir faire des choses qui sont des programmes de transformation massive, plutôt que de faire des choses qui sont petites et expérimentales. Et il me semble qu'un programme d'agilité à l'échelle, un framework d'agilité à l'échelle, Safe ou un autre, essaie de répondre à cette tension entre les deux mondes, avec, comme tu le disais aussi, une forte pression des métiers. Les métiers veulent toujours plus vite, et plus on leur en donne et plus ils en veulent. Parce que, paraît-il, c'est le seul moyen de gagner par rapport à la compétition, sans prendre toujours en plus le temps de tester ce qu'ils demandent. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui seront après ça derrière pas utilisées. Et les DSI ont bien compris qu'elles font partie de cette mécanique, et que donc elles doivent répondre à cette demande, et en même temps ne pas y répondre. Peut-être qu'un programme d'agilité à l'échelle qui permet de se relier aux besoins business est un des moyens d'équilibrer cette tension entre ces deux pôles. Pardon pour le côté un peu théorique. Ouais, je voudrais juste réinsister sur une notion, c'est pour l'agilité à l'échelle, la première règle, c'est de ne pas le faire. Ce que tu disais. Malgré tout, il y a les situations aujourd'hui qui sont dans les entreprises où on intervient, il y a une nécessité de synchroniser des équipes, de faire qu'ils travaillent ensemble, de qui communiquent ensemble, qui gèrent leurs dépendances, etc. Du coup, si je peux me permettre de préciser un peu plus ma pensée, il faut comprendre que Safe est quelque chose qui est extrêmement lourd à implémenter. Et que durant l'implémentation, jusqu'à ce qu'on arrive à un certain niveau de maturité, la mise en place de Safe et son fonctionnement va ralentir. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais globalement, toute transformation ralentit. Mais voilà. Alors après, on peut débattre sur à peu près le temps que ça prend pour pour qu'un train commence vraiment à être mature et commence à accélérer son déploiement. Moi, personnellement, je suis aux alentours de 12 à 18 mois avant de commencer à avoir quelque chose d'assez flagrant. KPI. Mais le truc, c'est que Safe n'est pas là pour régler tous les problèmes. Si jamais Safe est envisagé notamment pour permettre de délivrer très rapidement, parce qu'il y a des contraintes business qui sont à 6 mois, clairement, partir sur Safe est une très 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 mauvaise idée. Après, il y a d'autres façons de synchroniser les équipes, il y a d'autres façons de travailler sur les dépendances. Mais voilà,
de ce que j'ai vu finalement, les entreprises qui sont très matures au niveau technique ont moins besoin d'avoir ce type de framework en place comparé aux entreprises qui utilisent des applications qui sont développées depuis très 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 longtemps. Donc, vous avez dit plusieurs fois, vous avez dit plusieurs fois synchroniser les équipes. Très bien. Mais au début de la présentation, il y avait également relier la stratégie de l'entreprise avec ce qui se passe dans les équipes. Donc, j'imagine que vous parlez de portfolio management. Est-ce que vous l'avez vu mis en place, le portfolio management? Est-ce que ça fonctionne? Comment ça fonctionne, si ça fonctionne? Merci. J'ai une réponse. Alors, j'ai vu des implémentations du portfolio management. Il y a des niveaux de maturité qui sont très différents. Et j'ai vu l'alignement avec l'exécution dans des contextes aussi hors safe. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire ou avec du safe ou sans safe. J'ai vu chez une banque sur le marché, je ne cite pas les marques, ils ont implémenté le portfolio management et du coup, ils arrivent à commencer à classer les initiatives, les projets qu'ils ont par rapport à leur stratégie et finalement de dire stop à beaucoup de choses qui finalement s'avèrent pas dans la stratégie. Par ailleurs, ça m'est arrivé d'animer un atelier qui a été demandé par une entreprise, qui était de voir sur toutes les initiatives, les projets qu'ils avaient dans leur entreprise, de les aligner avec des lignes stratégiques. On a fait un atelier avec les PO pendant une journée pour voir qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui ne rentre pas dedans, etc. Donc, si c'est votre volonté d'aligner stratégie avec exécution, alors est-ce qu'implémenter tout le lean portfolio tel qu'il est décrit dans Safe, je ne pense pas que ce soit l'objectif, mais il y a des choses utiles. Donc ça peut marcher. C'est quoi les facteurs de succès, les critères indispensables, par exemple, d'avoir une stratégie Oui, pardon, je répète. Donc, ok, super, ça peut marcher dans certains cas. Comment on identifie les facteurs de succès, par exemple? Est-ce que la stratégie d'entreprise doit être super précise, bien travaillée à l'avance? Qu'est-ce qui est critique? Ouais, c'est important. Pour s'aligner avec les stratégies, c'est important d'avoir une stratégie. Ce qui est important pour moi dans toute transformation, que ce soit parler de stratégie ou lancement, etc., le premier point, c'est le sponsorship. C'est qui est en train de vouloir ce changement-là et qui est en train de soutenir le changement dans l'entreprise. Si c'est quelqu'un d'assez influent, c'est un super fort facteur de succès. Si c'est des initiatives locales, des personnes qui essayent dans leur coin, peu importe le framework que vous allez utiliser, il n'y aura pas le sponsorship et l'appui nécessaire pour faire les choses. Après, opérationnellement, est-ce qu'il faut être précis sur la stratégie? Non, ce n'est pas la vocation d'une stratégie, ce n'est pas une tactique, c'est une stratégie. Mais il faut en avoir une. Et ce que je remarque sur le marché, c'est que beaucoup d'entreprises suivent un petit peu le vent, on va dire, et non pas nécessairement une stratégie. Stratégie étant avoir un différenciant sur le marché. Sur ce sujet-là, donc la question autour des stratégies. Alors, il me semble qu'un des facteurs qui permet aussi de faire travailler les gens ensemble, c'est qu'ils aient le temps de travailler ensemble. Et quand on vient présenter un outil comme Safe ou autre pour aligner des gens ensemble, on s'aperçoit que leur comitologie actuelle ne leur permet tout simplement pas, physiquement, de se retrouver et de prendre du temps ensemble. Et donc, on peut se poser la question de dire, mais dans ce cas-là, et qui est une question légitime, mais à quoi ça sert? Peut-être qu'on le redira un certain nombre de fois dans cette soirée, l'agilité ne résout pas les problèmes, elle les montre. Donc là, ici, on démontre de manière assez claire que si les gens ne travaillent pas ensemble, en fin de compte, c'est pour une raison simple, c'est qu'ils ne travaillent pas ensemble. Et qu'ils ne se voient pas, qu'ils ne se parlent pas. Sans parler même du fait d'avoir des process, des procédures, des lieux protégés, comme on dirait dans le coaching, où ils peuvent se parler sans s'agresser, mais voilà, ça n'arrive pas. Et peut-être que c'est
du fait qu'ils ne se parlent pas que peut-être qu'il n'y a pas de stratégie commune aussi. Ça permet juste de le montrer et de s'apercevoir que quand on crée des ateliers et qu'on dit tiens, on va faire des ateliers réguliers pour, par exemple, animer un portfolio, c'est juste qu'on n'arrive pas à trouver la date. Ça, c'était un bon signe. Est-ce qu'on avait besoin de Safe pour ça? Peut-être. Peut-être, en fait. En termes de stratégie, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui revient très souvent et qui sort du cadre de Safe, qui va rentrer dans toutes les transformations, c'est un manque cruel d'accompagnement sur la partie RH. Voilà, ok. C'est évident que arriver dans une entreprise, dire voilà, on va transformer l'entreprise, ne serait-ce que juste implémenter Scrum au sein d'une équipe. La transformation automatique du chef de projet en product owner est quelque chose qu'on croise assez souvent. Mais tous ces métiers autour de l'agilité aujourd'hui n'ont pas de visibilité au niveau RH. J'ai déjà vu des transformations où aujourd'hui les coachs internes ont encore leur fiche de poste de leur ancien job. Et ça fait des années que c'est comme ça. Ils sont seulement en train de réfléchir à comment ça va se faire. Aujourd'hui, les RH, il faut les accompagner pour leur expliquer ce que c'est un coach. Comment se gère une carrière de coach? Comment est-ce qu'on évolue là-dessus? D'ailleurs, si vous avez des réponses sur comment évolue un coach en interne dans une entreprise, je veux bien vos réponses. Parce que c'est très compliqué de se projeter. Et pour les rôles de coach senior, ouais. Coach senior, oui, aussi. Et il y a suffisamment de travail pour les coachs, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est pareil pour les rôles de product owner, c'est pareil pour les rôles de Scrum Master. Aujourd'hui, ça c'est pas du tout adressé. En règle générale, on finit par aller voir les ressources humaines quand on est déjà face au problème. Et c'est une très très grave erreur, parce que les gens ne peuvent pas se projeter. Et l'autre facteur également, c'est qu'en général, les transformations, on les attaque à partir d'un certain niveau et vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a une ligne managériale qui a dit « Ok, très bien, on va vous laisser faire de l'agilité. Par contre, nous, on n'intervient pas et on ne change pas notre façon de fonctionner. » Donc les lignes de management versus les équipes en mode agile, il y a du travail, il y a beaucoup de réflexions à avoir, mais c'est pas mature. Aujourd'hui, c'est pas mature. On parle juste pour les lignes managériales, parce qu'on se dit tout presque, on parle beaucoup de notions de plafond de verre, mais là, ce n'est pas un plafond de verre, c'est un plancher de verre. C'est-à-dire que vivent à certains étages de tours ou ailleurs des gens qui n'ont pas de contact, parce qu'ils font des choses trop importantes, avec la réalité de ce qui se passe en dessous. Et donc, ils vont dire, tiens, il faut qu'on implémente, par exemple, l'agilité, et on va le faire à l'échelle, et on va prendre Safe. Et on va le faire, mais en fin de compte, on décide qu'on va le faire, mais comment ça va s'effectuer, on ne sait pas, et de toute façon, ce n'est pas notre problème. Et en pensant qu'en continuant à prendre les mêmes décisions de la même façon, finalement, tout va changer alors qu'on ne change pas. Et ça, c'est quelque chose qui peut se voir assez souvent et qui peut peut-être donner à Safe ce côté décrié, à savoir, oui, mais finalement, c'est une espèce de baguette magique pour venir faire de la transformation agile, alors qu'en fin de compte, rien ne se transforme. Des choses déjà vues. Et nous avons plein de questions. Alors moi, ma question était la suivante. Safe, c'est un peu, grosso modo, un globi-boulga de best practice agile et DevOps. Du coup, quel est l'avantage de choisir un framework, alors Safe ou un autre framework, par rapport à choisir des coachs agiles qui sont déjà un peu, qui ont déjà un petit peu de bouteille, et finalement de concevoir quelque part un framework qui serait vraiment adapté à l'entreprise, avec l'entreprise. La partie framework est importante. La première chose que l'on fait en général quand on vient parler de quelque chose comme Safe dans une entreprise qui veut se transformer, en règle générale, je suppose que pour mes confrères c'est la même chose, on commence par définir ensemble qu'est-ce que c'est Safe selon leur entreprise. Parce que structurellement,
il y a des choses qui peuvent fonctionner avec Safe et des choses qui ne peuvent pas fonctionner. Et si on ne prend pas en compte le legacy organisationnel, humain, technique de l'entreprise, essayer de prendre Safe from scratch et le déployer comme ça, on va se prendre un mur. Donc il y a forcément une étape d'appropriation du framework et d'adaptation pour pouvoir se mettre d'accord sur la vision. Parce que quand on va commencer à emmener du monde dans la transformation, il faut que les gens puissent se projeter. Si tout le monde va sur le site de Safe récupérer la documentation et puis commencer à regarder un petit peu comment ça fonctionne, ils vont commencer par level 2 en disant ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Oui, bien sûr, des choses qui sont pas possibles. C'est un framework qui est là pour s'adapter. Et cette étape-là est aujourd'hui la première étape, l'étape la plus importante pour pouvoir commencer à ensuite travailler. Nous, quand nous accompagnons les entreprises, la majorité des transformations sont ce qu'on appelle des transformations organiques et c'est quelque chose qui est construit avec l'entreprise. Finalement, je parle de Safe, mais la majorité des transformations qu'on amène ne sont pas Safe. Deux choses importantes en commençant un coaching. Qui est le sponsor, je l'ai dit tout à l'heure, et quelle problématique vous voulez résoudre ? Quel est le problème que vous avez aujourd'hui, la problématique que vous allez résoudre? Est-ce que c'est une question de dépendance? Est-ce que c'est une question de, je sais pas moi, plusieurs projets en même temps? Est-ce que c'est une question de manque de communication, management équipe? Est-ce que c'est quoi le problème que vous voulez résoudre? Et ce n'est qu'après avoir posé le problème qu'on va choisir les solutions. Nous, on a une culture ingénieur, on va directement vers la solution, mais en fait, il faut se poser quelle est la problématique de la transformation qu'on est en train de faire, dans quel contexte on est. Et c'est ça qui est super important avant de commencer à dire je lance du Safe d'un train. En fait, on s'en fout le framework. Au final, le framework, on s'en fout. Et Safe, il y a des choses utiles, il y a des choses pas utiles. Pour la partie DevOps, moi, je ne me baserai pas du tout sur Safe, personnellement. Vous baseriez sur quoi, du coup ? La question était, vous baseriez sur quoi, du coup? Je me base sur les expertises qu'on a. Nous, on a des coachs, Ops, par exemple, chez Octo, qui vont amener l'expertise, qui vont regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise. Il y a plusieurs articles sur le marché, il y a plusieurs bases de connaissances. Il faut commencer à mettre en place les choses, à apprendre en marchant. La connaissance, elle est disponible. Safe est un packaging. Et Safe parle de DevOps de manière très high level. Finalement, il n'y a pas d'outillage, il n'y a pas de quelque chose de concret dans Safe qu'on peut mettre en place en fait. Mis à part dire continuous integration, continuous deployment, séparer le déploiement de la release, réarchitecturer votre produit pour pouvoir livrer les briques sur des rythmes différents. Il n'y a pas quelque chose de concret où on peut se dire ça, je peux l'appliquer, etc. Je reviendrai après. Alors, Safe et DevOps. Clairement, il ne faut pas aller regarder la documentation de Safe concernant le DevOps. C'est une blague. Ça va, je me sens soft sur les propos que j'utilise. Non, c'est juste là, histoire de dire que le mot a été utilisé. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous allez sur le site, vous faites une recherche du mot DevOps sur les différentes pages, notamment sur la page de System Team, qui est censée être l'équipe qui adresse ces sujets-là. C'est ridicule. Donc, voilà, c'est à la limite, sur les certifications de Safe, ça permet de valider la culture générale sur le DevOps, mais basta. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Néanmoins, la méthodologie de DevOps se suffit à elle-même. Clairement, il y a énormément de choses à voir. Il y a quand même quelque chose qui est plutôt sympa avec Safe concernant le DevOps, c'est que l'organisation de la System Team au sein d'un train permet une meilleure interactivité du coup avec les feature teams et ce côté, on est quand même sur traditionnellement une équipe qui est censée fournir de la relation entre les feature teams et les ops. Du coup, le framework va permettre de les faire interagir ensemble beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus facilement.
Et cette fluidification des échanges va permettre d'améliorer l'efficacité de l'implémentation du DevOps. Ça, on peut le reconnaître à Safe, clairement. Mais pour le reste, le DevOps suffit. Ouais, je pense qu'il y a un problème avec le micro. Et j'ai fini. Alors, est-ce que je pourrais juste revenir sur ta question d'origine? Est-ce que tu peux la reformuler? Ouais, s'il te plaît. Oui, donc ma question c'était Safe étant un gloubi-boulga de best practice DevOps et agile, pourquoi choisir un framework comme Safe et non pas construire un framework, enfin prendre des vrais coachs agiles et construire un framework adapté à l'entreprise? Ok, alors pourquoi ne pas prendre plutôt des vrais coachs agiles? Alors déjà, il faut savoir ce que c'est un vrai coach agile. Je parle de quelqu'un qui a de l'expérience. Ouais, qui a de l'expérience. Voilà, pas des gens qui se... Non, mais voilà, de prendre des gens qui ont l'habitude de faire de la transformation d'organisation et de travailler ensemble avec l'entreprise pour trouver la base commune et travailler ensemble à faire le propre framework adapté à l'entreprise, avec des best practices. Alors, il me semble que c'est beaucoup plus simple en termes de prise de décision pour un grand nombre d'entreprises de dire « Tiens, on va faire du safe », parce que c'est connu, parce que, etc., parce que marketingement, ça fonctionne bien, parce qu'on sait à peu près ce que ça veut dire, parce que commence à y avoir un écosystème des gens qui ont les certifications SA, machin, etc., et tout, qui veulent dire ce qu'elles veulent dire, mais qui ont moins, donnent une espèce de visibilité, de réassurance de nobody ever got fired buying an IBM. Et que de ce point de vue-là, c'est plus simple pour les entreprises de dire on va faire ça maintenant, après ça. Peut-être que la bonne pratique et l'intelligence veut de prendre le framework SAFE et de le dire, c'est un framework, donc ça veut dire que c'est un cadre de protection qui permet de vivre des transformations, qui permet de faire des expérimentations de manière protégée, ce qui est le seul moyen de vivre des transformations. Donc, il sert de cadre de formation. Et plutôt que, oui, c'est un Bluebega, et d'ailleurs, je pense que c'est un Bluebega assez assumé, qui dit qu'il est un Bluebega de réunion de best practice, d'agilité et de DevOps, mais peut-être qu'il faut le voir comme une espèce de superstructure dans laquelle, après ça, derrière, on va pouvoir poser les planches qui séparent la maison de la manière qu'on veut, et en étant protégé de le faire, parce que cette prise de décision de bouger des choses fondamentales à l'intérieur de l'entreprise pour qu'elle adopte une business agility, c'est une décision qui est prise par un ou deux ou trois acteurs dans l'entreprise, peut-être à des étages, à des niveaux différents, mais qui est quand même assez engageant et qui les engage sur un chemin dont elles ne savent pas très bien où elles vont, et personne ne peut savoir où elles vont, à moins d'être muni d'une boule de cristal. Donc, s'il y a un cadre de protection et que ce cadre est connu, ça permet peut-être de vivre de manière plus apaisée les différents tourments qu'accompagne une transformation. Moi, j'avais une question. Par rapport tout à l'heure à la présentation, qu'est-ce que c'est l'agilité à l'échelle? Il y a une phrase qui m'a gênée, tu as dit Samy, des équipes qui livrent des fonctionnalités. Et c'est justement cette notion sur laquelle j'essaie d'échanger pour dire qu'une équipe livre la valeur dans l'agilité. C'est une équipe agile et pas des fonctionnalités. Et du coup, quand je vois Safe, j'ai l'impression qu'en fait, on revient et on s'est dit les équipes elles vont livrer les fonctionnalités. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. J'ai jamais pratiqué Safe. Mais alors, ouais, quand même. Des fonctionnalités qui ont de la valeur. Non, mais on est d'accord, on est aligné là-dessus. Là, il n'y a pas de. La question ne se pose même pas. Le sujet aujourd'hui, c'est comment délivrer de la valeur, quelque chose qui soit important pour les utilisateurs, quelque chose qui soit utile, utilisable, utilisé par les utilisateurs. Framework Safe est très orienté delivery. Ça, il faut business agility, c'est pas son sujet. Et c'est pas sur Safe qu'il faut se baser pour justement le côté business. Mis à part un petit peu le côté MVP dans la gestion de portefeuille, etc.,
Safe est très faible dans ce sens-là, et il est autant faible justement sur la partie DevOps que sur le design thinking ou ce genre le lean startup, etc. Par contre, pour du delivery, effectivement, ça peut être utile de faire du safe pour aligner les équipes et pour pouvoir délivrer de la valeur, et tout le mécanisme finalement de priorisation qui est finalement repris de Product Development Flow de Rainer Steen, donc tout ce qui est Cost of Delay, WSJF, etc. Ce sont des techniques de priorisation par la valeur. On est censé faire rentrer dans un backlog de PI des items dont on a exprimé la valeur. S'il n'y a pas une valeur qui est en face, normalement, ça n'a rien à faire dans un backlog. Là, je suis d'accord, c'est juste que dans la construction de la valeur, quand on dit l'équipe livre de fonctionnalités, en fait, c'est dans la tête de toutes les entreprises et c'est ça ce qu'on essaye d'échanger, c'est de donner aussi le pouvoir à l'équipe de proposer des choses ensemble avec le PO. Mais du coup, oui, quand on réfléchit que l'équipe elle va juste exécuter, c'est ça ce qui me gêne. Et quand je vois les trains, et par exemple que limite plusieurs équipes à avoir la même durée de sprint, là on leur met une contrainte et ils perdent l'autonomie sur le fait de définir dans combien de temps ils sont capables de livrer la valeur. Du coup, c'est un peu ça, on enlève le pouvoir que ce soit elle-même qui définisse sa valeur. Safe, de par son schéma, de par la manière dont il est construit, il va pousser le top-down. Donc là, on est clair là-dessus et c'est un vrai problème. Et j'ai vu des implémentations où les PO eux-mêmes, ils disent... en plus, j'ai fait l'erreur. Je dis, là, la feature, il faut la découper en user story. On m'a dit, non, c'est les équipes qui découpent en user story. Donc le PO, dans certaines implémentations Safe, ils perdent complètement le rôle, en fait. À côté, j'ai vu une implémentation, j'en ai vu une que nous avons mis en place aujourd'hui chez un de nos clients, où alors les PO, ils sont assez, on va dire, ils sont pas capés, mais ils ont une grande gueule, on va dire. Et donc, du coup, et en fait, le PM, au début, il voulait faire du top-down, mais il y a eu une sorte de rébellion, entre guillemets, qui fait que maintenant, ils travaillent tous ensemble pour construire les features. Donc, c'est souvent des remontées terrain qui sont consolidées en features. Il y a des choses qui sont top-down, et des choses qui sont bottom-up, et qui se font dans les équipes. Mais finalement, moi, je suis d'accord sur le fait que Safe pousse justement à garder ce truc top-down, et limite, il faut se battre contre, quoi. Bonjour, je vous parlais beaucoup de Safe comme un framework de transformation, ce qu'il est, d'entreprise. Est-ce que vous le conseilleriez pour un programme, pour lancer un programme et sécuriser un programme? Enfin, moi, effectivement, on vient du même contexte. Tu as une réponse? Ok. Tu te laisses répondre? Alors, je l'ai vu, je l'ai vu, mais sur un train que j'ai pas accompagné, en tout cas pas très longtemps. En tout cas pas très longtemps parce qu'il allait très bien, quoi. Donc il n'y avait pas besoin d'accompagnement. Et ce que j'ai vu, c'est un PM qui faisait vraiment super bien son boulot, qui avait conscience de la notion de valeur et qui, par rapport à un besoin qui était un besoin bien exprimé, avec une vision assez claire. Et ils ont commencé par 3 équipes. Et à la 4e équipe, ils se sont dit non, mais à la 4e équipe, ils se sont dit OK, pour y arriver, on va avoir besoin d'un peu de structuration. On va prendre le schéma Safe parce qu'il était là dans le coin. Et ils ont ils ont croisé la route d'un coach SPC qui les a accompagnés, je crois, 10 ou 12 jours pour mettre en place le premier PI. Et ça marche super bien. Donc ouais, j'ai vu un truc qui marchait bien de ce point de vue-là. Qui marchait bien de ce point de vue-là, mais je pense que les conditions de bon fonctionnement étaient là, c'est-à-dire un vrai produit à délivrer, des clients qui l'attendaient et qui l'utilisaient au fur et à mesure,
et un PM qui faisait vachement bien jouait vachement bien son rôle du point de vue des arbitrages sur la valeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Safe, c'est très orienté delivery. Donc, pour lancer un programme de delivery dans un temps donné, quand on dit j'ai un programme, je vais le lancer, je vais structurer, j'ai staffé ce programme-là, etc. Ça peut être utile parce que du coup, ça donne de la visibilité, ça donne une planification qui est faite par toutes les équipes avec toutes les gestions de dépendance qui vont bien. Donc ça, en général, ça marche bien. Et quand je parlais justement de l'implémentation où l'équilibre PO-PM marche bien, c'est un programme de delivery. Et c'est quelque chose qui a l'air de bien marcher. Maintenant, la question que je me pose, c'est par rapport aux transformations. Et en fait, j'ai l'impression que les entreprises oublient beaucoup d'étapes qui sont avant de décider du framework, de comment j'organise mes équipes, etc., dans une transformation, et ils se lancent directement dans l'opérationnel. Et c'est là où il y a le danger. Si on est sur un programme de delivery, qu'on sait qu'il nous faut 5 équipes qui vont travailler sur 2 ans et qu'il faudrait... on sait à peu près où on va, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une transformation, on va avoir de l'agile RH, de l'accompagnement des équipes, etc. On va lancer un programme de delivery. Du coup, ma question, ça va être, c'est une question très simple. Du coup, qu'est-ce qui l'a amené du bien dans vos différentes expériences, du DevOps jusqu'au votre rôle de coach et d'accompagnateur? Qu'est-ce que Safe amène de bien? Oui. Concrètement, d'après vos expériences. Spotify. Fallait la faire, j'attendais de la placer. Je vous ai piégé avec ma question. Non. Ce que Safe apporte de bien, c'est l'idée même de l'agilité à l'échelle dans la tête du management, dans la tête de toutes les personnes finalement, puisque ça arrive très souvent de commencer un train en faisant l'acculturation agile des équipes, qui en général n'ont jamais fait d'agile avant même de commencer le premier PI. Donc ça permet du coup d'implémenter l'agilité en même temps qu'on implémente l'agilité à l'échelle. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et ça permet de se projeter. Il y a tout un aspect très particulier de la System Team, désolé, je prêche pour ma paroisse, qui est que cette équipe a pour vocation en fait, d'être assimilée par l'ensemble des feature teams. Donc c'est une équipe qui est, on va dire, virtuelle, qui réunit donc les bonnes personnes pour travailler sur des sujets qui sont transverses. Mais au fur et à mesure de la maturité du train, ces gens-là reviennent dans leurs équipes et la System Team, concrètement, disparaît. Elle devient ce qu'on appelle une System Team communautaire, où en fait, ce sont juste des gens qui appartiennent à un groupe, mais qui restent aujourd'hui dans leur feature team. Et par ce biais-là, en fait, toute la méthodologie et toute la montée en compétences autour des outils va se propager au sein des feature teams. Donc il y a une montée en compétences progressive à la fois sur les méthodes, à la fois sur les outils, dans le cadre du delivery. Et ça c'est pas mal. Qu'est-ce que ça peut amener de bien aussi chez un grand éditeur de logiciels, ils ont pratiqué quelque chose qui était un reboot, donc formation, donc dans lequel ils ont suivi à peu près allez, je dirais pas la seule directive de Safe parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais enfin celle qui est quand même assez principale, qui est train people, launch trains. Mais on commence par train people, c'est-à-dire que quand on oublie le train people, il ne faut pas s'étonner quand même que quelques années ou quelques mois plus tard, on en soit un peu toujours au même point et à souffrir. On n'a pas commencé à travailler sur l'acculturation. C'est aussi ce que tu mentionnais sur la question de la transformation RH. Si on attend que les gens soient en souffrance pour s'occuper des questions de RH, c'est pas la meilleure façon de régler les problèmes. Mais pour revenir à ce qui fonctionne bien avec Safe, donc cet éditeur de logiciels fait un reboot avec formation des personnes,
répartition en équipes pluridisciplinaires. Et puis quand je parle d'un reboot, c'est une semaine d'arrêt, formation de tout le monde, premier PI, et puis paf, on recommence, et on commence d'une nouvelle façon. Et là, il sort rien. Il sort rien pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs PI. Mais entre guillemets, ce qui sort, c'est de la transformation et c'est de l'apprentissage. Et ça, Safe permet d'aller raconter à un dirigeant en ayant quand même pris les précautions nécessaires, c'est-à-dire en ayant vérifié que le corps social était prêt à vivre quelque chose de cette nature-là, permet de dire il y a une façon de vivre une transformation qui est de commencer à faire quelque chose de nouveau et d'apprendre en marchant. Je me permets juste de rebondir sur un point. La partie formation, évidemment, indispensable. Et en fait, ça va être le premier problème. Parce que dans les entreprises, dans les entreprises aujourd'hui qui font du safe, principalement, on a des taux de 50, 60, voire 70% de prestataires externes. Et aller faire de la formation pour des prestats, c'est mort. Et c'est une fois de plus, c'est les RH qui bloquent. C'est un autre débat. On peut en parler, c'est un autre débat, mais clairement, du coup, quoi qu'on fasse... Du coup, ça me pose une autre question. Du coup, est-ce que c'est la photo parfaite du framework qui peut être, on va dire, critiqué et sur, je veux dire, des arguments qui tiennent la route, ou c'est justement le parcours pour y arriver qui peut pousser tellement de challenges que finalement, tout le monde n'est pas prêt, peut-être tout simplement par un choc culturel. On n'est pas prêt justement pour ce type de framework où finalement, c'est vrai que ça donne peut-être une force moins importante aux rôles managériaux. Et donc du coup, en fait, on se confronte à une force qui nous résiste justement dans la conduite de ce changement-là. Premier élément de réponse, même en faisant du Scrum, il faut former les personnes. Ça veut dire que même si on fait de l'agile au niveau des équipes, etc., il va falloir former les personnes. Donc c'est pas Safe qui pose ce problème, c'est les transformations en général, qu'elles soient Safe ou autres. Il y a de la formation, il y a de l'accompagnement à faire. Est-ce que des fois on arrive à gruger et faire rentrer dans notre accompagnement, notre coaching, des capsules de formation, des demi-journées par-ci, par-là, etc. Mais ça reste une problématique. Ça reste une problématique, mais qui, pour moi, n'est pas liée à ça. Il fallait lier à la transformation en général. Pour répondre à ta première question, qu'est-ce qu'il apporte finalement, Safe, c'est un packaging. Et le fait d'avoir packagé... Alors, il y a deux choses pour moi. Il y a un packaging qui finalement, dans le même package, on va parler de portfolio management, par exemple. On va parler des équipes, de synchroniser les équipes avec le rythme trimestriel, etc. Ça a remis au goût du jour finalement les principes Product Development Flow qui sont le Cost of Delay, Decentralized Decision, etc. Qui sont assez intéressants. Alors, il y a des choses qui sont dans Safe dont on ne parle jamais. Et de toute façon, c'est pas Safe, il n'a rien inventé. Il a repris beaucoup de choses. Mais une des choses qui est dans Safe et que c'est un oublié, c'est quand il parle de chaîne de valeur et comment mon entreprise est alignée et construite en chaîne de valeur. Et donc re-réfléchir la structure de l'entreprise en chaîne de valeur. On en a parlé tout à l'heure avant de commencer. Il y a des entreprises qui l'ont fait. Qui ont dit, moi, j'ai des chaînes de produits, j'ai des typologies de produits et je me réorganise par rapport à ces produits-là. Donc ça, c'est dans Safe. Et pourtant, moi, dans les implémentations, dans les transformations, on essaye, nous, d'en parler, etc. Mais c'est l'une des choses qui ne prend pas. Aujourd'hui, en tout cas. Ça a été sous-entendu là dans les échanges qu'on vient d'avoir tous. J'ai la chance d'avoir des collègues qui font des transformations dans d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, le frein majeur, c'est la culture d'entreprise française. Et autant être clair là-dessus, on a un problème avec la culture d'entreprise française. Quand on parle de formation à l'agilité,
c'est un mot assez vague. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va parler des 2 jours de formation d'un PO ou d'un Scrum Master? Est-ce qu'on va parler de la journée de formation à la culturation agile donnée à des équipiers, comme tu le disais, en plus, qui sont internes ou externes, avec les problématiques de formation dues au droit français? Quand on va parler de formation, on va surtout parler de transformation, c'est-à-dire d'un apprentissage de travailler autrement. Et ça, cet apprentissage de travailler autrement, il ne peut se faire qu'à partir du moment, me semble-t-il, où il y a un cadre de protection et on permet aux gens de le faire et de le vivre, de s'apercevoir des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Essayer de faire du safe sans... safe permet de vivre ces cadres de transformation à condition qu'on lui laisse. Donc on voit aussi des implémentations de safe dues sans doute au fait que le framework est populaire, qu'il a beaucoup de... Voilà, qu'on a envie, que plein de gens en parlent, etc. Où en fin de compte, on reprend le framework, on reprend la typologie des trains, des équipes, on reprend le PI, on reprend tout, sauf la mise en place de la culture agile. Sauf la mise en place de remettre de la décision là où elle doit être prise. Et de permettre l'apprentissage continu. Et ça c'est un des travers qui se voit et qui expliquera dans quelques mois ou dans quelques années une partie des échecs des programmes SAFE. Je reviens juste sur la question qui a été posée tout à l'heure par rapport... je suis là. Je reviens juste sur la question qui a été posée tout à l'heure par rapport au choix de la durée de sprint par les équipes. Et donc, dans un tel cas de SAFE, par exemple, c'est qu'on favorise la non-auto-organisation et la non-auto-gestion des équipes. Parce que, par exemple, si une telle équipe veut vraiment partir sur 3 sprints parce qu'il estime vraiment que pour livrer de la valeur ajoutée, il faut vraiment 3 semaines en sprint et pas 2 semaines en sprint. Et du coup, on prétend s'aligner en cassant un peu une règle basique d'une équipe Scrum qui est l'auto-organisation. Juste pour enchaîner sur la deuxième question, le sprint IP, le sprint Innovation and Planning. Donc, ouais, c'est un truc juste pour dire que finalement, SAFE est très marketing, mais finalement, en tout cas, moi, j'ai assisté à 2 implémentations de SAFE. On ne respecte pas le sprint IP. C'est un sprint pour encore soit faire de la fiabilisation, soit faire de la correction, soit encore, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire encore plus pour arriver? Donc, finalement, on propose des sujets qu'on ne respecte même pas dans les implémentations. Il y a une étude que vous connaissez sans doute, qui est menée par quelqu'un qui s'appelle Michel Levasselot et qui interroge tous les trains qui roulent en France. Et alors il pose la question, il est en contact, je crois, avec la plupart des RTE dans différentes boîtes, et il sort son étude à peu près tous les 6 mois. Et dans cette étude, il y a un certain nombre de fact-checking sur le pourcentage de trains qui appliquent réellement le sprint IP, voilà, toutes ces choses-là. Donc on peut se référer à ça. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux endroits où ça ne se fait pas, mais il y a aussi des endroits où ça se fait. Et il y a des endroits où on ne le fait pas, mais on regrette de ne pas le faire et on se dit au prochain PI, on va le faire. Donc il y a quand même, il faut voir que ces transformations, elles ne peuvent pas arriver non plus de but en blanc, et qu'il faut laisser le temps aussi au corps organisationnel de se transformer, que les mauvaises habitudes sont plus difficiles à perdre que les bonnes, et que donc ce temps de la transformation, oui, il est là. Donc ça ne marche pas parfaitement, et ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va venir implémenter SAFE qu'on suit toutes les directives de SAFE, donc on les applique, et quand on les applique parfois au détriment des principes Lean Agile. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas partout non plus. Ça me va, de la réponse en demi-teinte? Ouais, peu ou prou. C'était juste pour ouvrir les débats, donc la réponse était claire. C'était juste pour ouvrir un peu le débat sur cette sujet. Juste pour rebondir là-dessus sur la longueur des sprints et l'autonomie des équipes, etc.
En fait, quand on parle d'agilité à l'échelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des équipes qui travaillent sur une même solution ou un même produit. Donc à partir de sinon on ne fait pas du safe. Et sinon on ne fait pas d'agilité à l'échelle, ça n'a aucun sens. Mais à partir du moment qu'on travaille sur un même produit et que pour délivrer, par exemple, alors j'arrive plus à dire feature, de la valeur dans une feature au niveau d'un train, il faut synchroniser deux, trois équipes. Et donc du coup, avoir des équipes, une sur 3 semaines, une sur 2 semaines, le point de rendez-vous, il est sur 6 semaines. Et donc l'idée, safe ou autre, peu importe, c'est qu'il y a l'autonomie de l'équipe, mais à un moment donné, il faut prendre en compte son environnement, les équipes qui sont à côté, le business, tout l'écosystème. Et moi, je trouve ça logique que les équipes se mettent d'accord mais tous ensemble, sur la longueur de leur sprint, qui se synchronisent ensemble. J'ai formé un train la semaine dernière. Ils sont tous mis d'accord. Ils ont dit on va tous faire des sprints de 3 semaines. Ils sont mis d'accord. Ok, moi ça ne me dérange pas tant qu'ils sont synchronisés et qu'ils vont finalement s'assurer qu'il y a de la valeur qui est délivrée à la fin de chaque sprint, quitte à ce soit l'intégration des trois équipes. Moi, ça me va. Mais en fait, avoir des sprints qui ne sont pas alignés, ça va favoriser le fait que chacun bosse dans son coin et que l'intégration continue ou au moins fréquente entre les équipes ne se fait pas. Et ça, c'est vrai pour... Juste, je finis là-dessus. C'est vrai pour la taille du sprint, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles les équipes... Il y a un côté autonomie, il y a un côté il faut s'aligner tous ensemble. Maintenant, la manière de s'aligner, est-ce que ça vient du haut ou est-ce que c'est qu'on construit entre tous? C'est là où il y a une question. Alors, j'ai pas spécialement de problème avec la longueur d'un sprint. Je préfère largement qu'on s'aligne sur un sprint de 3 semaines que sur un sprint d'une semaine. Ça paraît plus ou moins logique. Cependant, moi, c'est la partie sprint typée qui est pour moi un sujet qu'on n'a pas encore adressé depuis qu'on a commencé là. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on parle de ce que ça coûte, safe. Et d'un point de vue sponsor, un sprint IP, ça coûte très cher. Donc à un moment donné, et ça c'est notamment le rôle des coachs de pouvoir réussir à faire ça, d'essayer d'expliquer comment sur des sujets qui ne sont pas business, on va quand même réussir à apporter de la valeur. C'est un peu le quotidien qu'on a. C'est pas évident en fonction des sponsors qu'on a en face, c'est pas évident en fonction des contextes business. Et du coup, oui, voir un sprint typé déraper pour aller soit rajouter des choses qui n'étaient pas prévues, soit aussi pour terminer ce qui rentrera pas finalement dans le PI. Voilà, c'est le sprint typé, c'est comment dire, c'est une zone où on fait à peu près ce qu'on veut. Néanmoins, pour rejoindre mes confrères, effectivement, il y en a chez qui on ne respecte pas la règle. Et en général, là où on respecte la règle du sprint typé, c'est plutôt sur les trains qui sont matures. Et donc j'ai envie de dire que... Alors, le sprint typé, c'est quoi ? Donc quand on planifie dans Safe, l'incrément au niveau programme, c'est 5 sprints. 4 sprints qui vont être des sprints de delivery classiques avec des user stories, etc. Et il y a un sprint, 2 semaines, qui sont utilisés et pour l'innovation, en tout cas dans Safe, et pour l'innovation et pour la planification. Donc en général, la deuxième semaine de ce sprint-là, il y a lieu le PI Inspect and Adapt PI Planning du PI d'après. Et donc, il y a la partie refinement de tous les features qui vont arriver. Bon, ça, c'est un point. Et après, Safe dit aussi, c'est le moment pour que les équipes respirent, qu'elles innovent, qu'elles fassent des nouvelles choses, etc. Je te rejoins sur la maturité des trains. Moi, j'ai accompagné une entreprise et c'est un éditeur logiciel et c'est super important parce qu'un éditeur logiciel, l'IT pour lui, ce n'est pas un centre de coûts, c'est un centre de bénéfices. Et les gens sont en interne. Et ça, c'est super important. Le problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que la DSI, c'est un centre de coûts et ce qui fausse tout en fait, derrière. Donc, dans cette entreprise, le RTE, mais au bout de 2 ans de train, il a dit, à la fin du 4e sprint, on arrête, même si vous n'avez pas fini, vous arrêtez, on arrête. On arrête. Et par contre, alors c'est pas on fait ce qu'on veut. Lui, ce qu'il a mis en place, c'est des hackathons.
des hackathons avec tout ce qui va avec, les équipes qui font le hackathon, un jury, des projets qui sont choisis, etc. Et quand on dit, ça devient un sujet business parce que c'est les sujets qui émergent finalement du terrain. Il y en a qui sont pris et qui sont réinjectés dans le delivery du train parce qu'il s'avère que c'est des sujets qui ont de la valeur business. Je crois que tu dis tout quand tu parles d'équipes qui sont des centres de profit ou des centres de coûts. Et là, pour le coup, on touche à quelque chose qui va largement au-delà de la problématique de Safe, mais qui est vraiment la conception et la place de l'IT dans des entreprises qui aujourd'hui en dépendent de plus en plus. Moi, j'ai une question à propos de... Donc, si on se base sur la question du meet-up, Safe est-il agile, sur la partie auto-organisation des équipes. Moi, j'ai l'impression de ce que je vois et de ce que j'ai pu vivre. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai pu vivre du Safe, parce que c'était quand même pas forcément ça. Mais il y a toute cette notion d'architecte, de tout ça dans Safe. Et ça, entre autres, mais avec d'autres choses. Qu'est-ce que vous pensez justement par rapport à ça et par rapport à ce qu'on veut dans l'agilité, entre guillemets, l'auto-organisation des équipes et le fait que les meilleures architectures, etc., proviennent d'équipes auto-organisées. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, peut-être pour préciser, parce que je vais dire, est-ce que vous pensez que Safe promeut ça et engage l'entreprise dans ce genre de pratique? Oui, effectivement. En fait, Safe va permettre d'instaurer une gouvernance, notamment sur les pratiques, mais aussi sur la partie technique. Une gouvernance qui du coup sera notamment qui sera imaginée par donc les solutions architectes, qui ont une visibilité plus globale, qui vont pouvoir traiter notamment de la partie urbanisme, et qui va permettre du coup d'aligner progressivement les équipes sur les bonnes pratiques, sur les bons outils. L'avantage de faire ça, il est quand même plutôt technique, je pense. Le fait d'aligner sur les bons outils va permettre notamment d'améliorer la qualité et va permettre d'améliorer également la capacité à délivrer. Après, bon, je parle pour moi, mais en règle générale, aujourd'hui, on voit Safe avec toute une organisation, avec toute une cadence, notamment sur la partie delivery. Mais concrètement, une fois que les équipes sont suffisamment matures techniquement, cette cadence, les équipes en fait récupèrent leur autonomie en termes de cadence, avec certaines pratiques, notamment comme le toggle feature, qui va permettre à des équipes d'envoyer en production des fonctionnalités qui ne seront pas encore utilisées tout de suite parce que d'autres équipes n'ont pas fini de les développer leur partie, et de pouvoir du coup faire des mises en production en fonction de la vie du train, et on n'aura plus besoin de s'aligner entre les équipes sur cette mise en production et sur la mise à disposition des nouveaux services et nouveaux produits côté client. Mais est-ce que du coup tu penses que la meilleure architecture pour un produit ou pour un bout de produit, peu importe, est celle qui est la meilleure, dans le sens c'est la plus optimisée, c'est la plus... voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire, quitte à ce que en fait, les équipes qui vont vraiment l'implémenter, donc là je parle l'architecte décide quelque chose, les équipes qui vont vraiment l'implémenter, eux, c'est pas du tout quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils vont savoir bien faire, si je puis dire, alors que peut-être que pour le produit, la meilleure architecture au moment-là, c'est plutôt quelque chose que les équipes maîtrisent elles, c'est-à-dire plutôt que celui qui décide, c'est ceux qui font qui décident comment le faire, quoi. Alors, dans Safe, il y a plusieurs niveaux d'architecture. Pour raconter une petite histoire, moi j'étais chez un éditeur logiciel, mais là du coup j'étais développeur chez cet éditeur de logiciel, c'était il y a super longtemps. Et en fait cet éditeur logiciel, donc du coup nous on travaillait, je crois à l'époque avec du C++ comme ATL, enfin voilà. Et en fait voilà, le produit était fait comme ça, nous on travaillait avec ces technos-là, l'architecture au niveau conception du composant sur lequel on travaille, de notre zone, c'était quelque chose d'émergent. Par contre, l'architecture d'un produit, c'est quelque chose de stratégique. Et là, l'entreprise, et là, c'est même pas le système architecture au niveau train, c'est l'entreprise, elle a décidé qu'à un moment donné,
on allait rapatrier, parce que c'était une application desktop, donc on allait rapatrier l'intelligence côté serveur, qu'on allait intégrer quelque chose qui soit web-based et que du coup, nous, on allait passer d'un mode de développement C++ desktop à un mode plus orienté web avec du Node.js, Angular, j'en sais rien. Et c'est une décision entreprise, c'est une décision stratégique de l'entreprise parce que ça implique pour eux ne pas déployer le produit chez les clients sur les machines, avoir la gouvernance sur leurs produits, pouvoir délivrer des features sur les serveurs sans avoir à consulter le client et les banques à chaque fois. C'est une décision stratégique. Et en fait, c'est là où il faut trouver un équilibre entre l'architecture émergence au niveau d'une équipe sur la zone où elle travaille et des décisions qui sont stratégiques pour l'entreprise, justement et il y a autre chose que moi, par contre, je trouve très bien dans Safe, c'est qu'il dit très bien que dans votre gestion de portefeuille et dans la manière dont vous gérez, laissez de la bande passante pour la réarchitecture, le refactoring, les enablers, etc. Aujourd'hui, le fait que les entreprises soient organisées ou budgétisent par projet, fait qu'ils n'ont jamais le temps et le budget, l'argent pour justement faire de la réarchitecture, du refactoring, etc. Alors, après, je laisse le micro. Mais est-ce que tu ne crois pas justement que tu vois ce que tu as décrit, c'est-à-dire que l'entreprise donne des règles, c'est-à-dire moi je veux effectivement livrer plus vite, faire tout ça, et au final, de laisser chaque équipe choisir sa solution pour répondre à ces règles-là n'est pas possible ou n'est pas souhaitable? Là, dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure, c'était juste pas possible. Parce qu'il y a un socle commun, il y a un kernel, ce qu'on appelait kernel, il y a un socle commun qui fournissait une API pour des composants qui rôdent autour. Et que du coup, si on basculait sur une logique web, c'est ou tout le monde ou personne. On ne peut pas avoir une équipe qui travaille sur le composant en .NET, l'autre qui travaille en C++ et l'autre qui travaille, même si on l'a fait à une période donnée, sur du JS. Mais en fait, on l'a fait une période donnée et c'était intenable parce que du coup, on n'arrivait plus à faire interagir les objets entre eux, on n'arrivait plus à faire interagir les composants entre eux, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle l'architecture intentionnelle, l'intention de l'entreprise, où est-ce qu'elle veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et puis, il y a l'émergence qui arrive des niveaux des équipes. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'agilité à l'échelle, c'est plusieurs équipes sur un même produit. En fait, sur un même produit, techniquement, tu ne peux pas avoir des technologies qui sont hétérogènes les unes par rapport aux autres. Oui, ça, il faut pas safe d'ailleurs. Si je peux paraître, et je termine juste pour clôturer ce sujet-là. Aujourd'hui, utiliser Safe pour essayer d'imposer des choix technologiques forts est un risque monumental. Il ne faut pas oublier qu'une fois que les équipes seront synchronisées, dès qu'il y a une équipe qui est vraiment en souffrance, on risque d'impacter la totalité du train. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Après, il y a une différence forte entre la notion d'urbanisation, donc se dire voilà, sur un ensemble d'applications qui fonctionnent ensemble pour pouvoir fournir de la valeur, définir comment est-ce que les applications vont discuter, ça c'est un vrai sujet, mais derrière la technologie qui est utilisée n'est pas forcément importante. On a suffisamment aujourd'hui de travail déjà pour embarquer les équipes de développement sur les sujets comme le test, sur la notion de système démo sur l'ensemble des environnements sur lesquels ils vont devoir travailler et où il y aura tous les ensembles, les différents types de tests qu'il va y avoir, le fait d'embarquer également toute la partie business pour pouvoir tester, etc. Dans un contexte où on n'est plus sur une seule application, mais sur un ensemble d'applications. Donc il y a toute une notion de synchronisation à faire également sur ce sujet-là. Très honnêtement, il y a autre chose à faire que vraiment aller embêter les développeurs et leur dire voilà, vous allez partir sur telle ou telle autre technologie. Dans le pire des cas où l'équipe n'arrivera pas technologiquement à suivre la demande, la possibilité aussi de remplacer l'équipe par des gens qui sont compétents sur les bonnes technologies est encore pire que juste les embarquer dans la mauvaise direction. Donc il n'y a aucun intérêt à le faire aujourd'hui. Bonsoir, j'ai deux questions. Donc, la première concernait les bénéfices de Safe. Donc Samy, tu avais parlé tu avais dit que Safe était aussi une occasion pour réfléchir à la chaîne de valeur de l'entreprise
au niveau stratégie. Donc tu évoquais en début de séminaire un atelier que tu avais organisé avec la direction sur la stratégie. Et est-ce qu'il y a un outil en particulier pour ça? Est-ce que c'est le Folio Canva ou Non, on a voilà. fait, c'était hyper simple. En fait, donc la direction est arrivée avec ses thèmes stratégiques, c'était hyper simple. Le matin, on a fait des ateliers vision avec les équipes. Une fois qu'on a fait les ateliers vision, on a fait un deuxième atelier derrière pour dire... on avait pris un super gros mur avec des grosses cases, et chacune une ligne stratégique, et puis le projet, il rentre là, il rentre là, il rentre dans quel truc. Et puis il y avait des projets qui rentraient juste pas du tout dans une des cases. Et c'était juste ça, et c'est un travail, les PO et la direction ensemble qui en discutaient. Et en fait, l'objectif de cette entreprise-là, c'est d'arrêter des initiatives, justement. Ils trouvaient qu'ils se dispersaient, donc du coup, pour ramasser un petit peu, ils ont fait cet atelier-là. Et pour les ateliers, moi, je cherche pas des outils, etc. Je me dis quelles sont les questions qu'on se pose, comment faire simplement et comment faciliter pour que les gens échangent. Et finalement, c'est un très bon choix de l'entreprise parce qu'au lieu de faire une communication top-down, ou dire aux gens, en fait, ton projet, tu abandonnes, ils l'ont fait avec les personnes et c'est les personnes elles-mêmes qui voyaient que leur initiative ça ne rentrait pas dans la ligne directrice de l'entreprise. Je peux poser une dernière question. Quand on a plusieurs équipes qui travaillent sur des produits différents, mais ces produits émergent vers un but commun, est-ce que les ateliers vision, tu les fais équipe, chacun de son côté, et ensuite on synchronise sur un premier PI, ou on fait des ateliers vision communs où on invite toutes les équipes pour faire l'atelier vision? Je sais pas, si les équipes travaillent sur des produits différents, je ne fais pas de PI déjà, du tout. D'accord. Non, mais produits différents, mais qui convergent vers un... Le PI n'est pas fait pour converger. Là, j'utiliserais des OKR, des choses de ce type, plutôt dans ce sens-là. D'accord. Que plutôt un PI. Parce que PI Planning, c'est très opérationnel. Okay. Je te livre un web service, tu vas le consommer pour afficher une page. C'est très opérationnel. Aligner les équipes sur un objectif, une technique comme les OKRs, qui est en gros, je définis un objectif, les key results que je dois obtenir, et puis faire les décliner au niveau des équipes, ça peut être un bon exercice. Pour rebondir sur la question qui vient d'être posée, imagine le cas où tu as donc plusieurs produits dans ton train, petit produit, ton train va délivrer un gros produit, mais il pourra adresser une chaîne de valeur, donc tu vas délivrer une solution. Donc le cas de figure de plusieurs produits qui sont embarqués dans une solution, c'est courant. Là, vous feriez comment pour essayer de mettre en place des chaînes de valeur? Quel type d'atelier? Je n'ai pas la réponse. C'était pour répondre à la question, essayer de la transposer sur... Les multiples produits qui servent la même finalité. Ouais, solution. Ouais. Mais dans ce cas-là, ouais, mais c'est vrai que la notion de chaîne de valeur, elle est servie par après ça derrière des chaînes techniques sur lesquelles on va créer des trains qui vont permettre de délivrer les éléments dont on a besoin sur les chaînes de valeur. Maintenant, après ça, si tous les produits ils sont si tous les produits ils sont faits par des équipes indépendantes, est-ce qu'on a besoin d'aller mettre ça dans une synchro de type safe? Non, c'est certainement pas une synchro de type safe qu'il faut, me semble-t-il. Si on n'a pas besoin de faire travailler plus de 50 personnes ensemble sur le même sujet, il ne faut pas prendre safe. C'était plutôt la question était plutôt dans une logique de la version full version de Safe en fait. Ah ouais, avec la big picture, large solution, enterprise and so on. Ouh. Ouais. Non, j'entends, mais la chaîne de valeur, c'est une notion lean de base. C'est une notion qui vient du lean. Comme je disais, Safe n'a rien inventé. Et on peut très bien avoir une chaîne de valeur sans avoir des trains qui circulent, surtout que si les produits sont indépendants. Je ne vois pas l'intérêt. Comme disait mon collègue, c'est hyper lourd à mettre en place du safe. Donc quand tu n'en as pas besoin, on ne le fait pas. Quand il y a besoin de la moitié du safe, on va faire la moitié du safe, etc. Alors,
je ne l'ai pas fait de manière directe, mais quand je l'ai vu faire, c'est un travail, ça a pris quelques mois, voire une année, avec la direction de l'entreprise, les business, les directeurs business, pour commencer déjà à discuter quelles sont les typologies de produits que vous avez, est-ce que vous avez des produits différents, comment on va s'organiser, est-ce que c'est possible de staffer les équipes, etc., autour de ces produits-là. C'est pas le genre de sujet qui se décide en un atelier. On peut faire un atelier, mais c'est pas le genre de choses qui se décident en un atelier. Pour parler peut-être un exemple dans l'assurance, alors je sais pas si j'en parle, la marque Fayette. Bon. Donc du coup, dans l'assurance, par exemple, il y a une entreprise qui s'est organisée autour des typologies de contrats. Donc il y avait la chaîne de valeur santé, la chaîne de valeur assurance entreprise, assurance tout ce qui est mobilité. Donc c'était ça chez ces chaînes de valeur. Et ils n'étaient pas du tout dans une dynamique safe. Je suis désolé, je vois que vous avez encore des questions, mais l'air de rien, il est quand même 8h36. Ça fait 1h, 1h20 qu'on discute. Je vous propose qu'on s'arrête là, qu'on profite du buffet. Je vais peut-être vous demander juste un rôti avant d'applaudir tout le monde. Vous aussi, hein, vous avez posé des questions. Si ça vous va. J'aurais vraiment voulu poser une question, mais très ouverte. Une question très ouverte, ouais. Bon, vous avez eu plein de questions un peu précises. Et chaque fois, c'était ouais, safe est pas mal pour ça, safe est pas très fort. Mais à aucun moment j'ai entendu safe, mais là c'est une cata, le faites pas. Cette partie de safe n'est pas bonne. Renommer les sprints en itération, mais quelle horreur. Qu'est-ce qui est nul dans safe? Qu'est-ce qui est nul dans safe? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre? J'aurais pas dû prendre. Je vous donne 2 minutes. 2 minutes chrono. Qu'est-ce qui est nul dans safe? Peut-être rien. C'est chaud. C'est chaud. J'aurais pas dû commencer par me présenter du coup parce que j'ai des problèmes. Qu'est-ce qui est nul dans Safe? 9 fois sur 10, c'est les sponsors. Les sponsors. Donc ceux qui disent voilà, on aimerait que vous implémentiez Safe, voilà le budget qu'on vous donne et voilà comment est-ce que vous voulez que vous le fassiez. En règle générale, ça commence comme ça. À partir du moment où on part là-dessus, il y a de très fortes chances que ça se plante. Voilà. D'ailleurs, en règle générale, les transformations safe qui fonctionnent sont rarement les premières. Safe, ça fait quand même quelques années. Ça fait quand même quelques années que voilà, c'est en train d'arriver progressivement en France. Il y a pas mal d'entreprises il y a encore de nouvelles entreprises qui s'y mettent, mais il y a des entreprises qui y sont déjà depuis très longtemps. C'est rarement la première fois que ça fonctionne. Mais ça marche avec toutes les transformations. Dernière minute. Implémenter des roues carrées sur un vélo ne préjuge pas du fait qu'on va faire un grand chemin. Donc, si on implémente quelque chose sans... Il y a une présentation de 10 slides dans Safe qui permet de faire une évaluation d'une implémentation Safe. La dernière finit par un rond barré où il est marqué « Without Lean Agile, Safe won't work ». Je ne sais pas pourquoi on n'arrive jamais à la 10e. Pour moi, il y a 2 choses nulles dans Safe. Le niveau de prescriptivité. J'ai horreur du niveau de prescriptivité à nous dicter l'agenda du PI planning heure par heure. Enfin, c'est le genre d'exemple. Et ça, c'est insupportable. Et ça, c'est un piège pour le deuxième truc nul. C'est beaucoup d'SPC qui ne font pas de l'agile. C'est pas grave pour le rôti, au moins on arrête, parce que sinon, c'est... Voilà. On va manger. Je suis très content d'être là avec vous. Merci à eux. Merci à tout le monde.